Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Voici les titres de ce jeudi 1er mars. La sécheresse menace la région. Il n'a presque pas plu depuis le mois de novembre et les nappes phréatiques sont durement touchées. Mouvement social chez Lidl. Aujourd'hui, à Lunel, des salariés bloquaient la base régionale des supermarchés Discount. Puis Olivier Giroud, but pour la France. Hier soir, face à l'Allemagne, le footballeur montpelliérain était titulaire pour la première fois avec les Bleus. On terminera avec les obsèques de Maurice André qui étaient célébrées ce matin à Alès. Nombreux étaient ceux venus rendre un dernier hommage au trompettiste. À peine la vague de froid passée que déjà on s'inquiète de la sécheresse. Il faut dire qu'il n'a pratiquement pas plu depuis le mois de novembre. À Montpellier, c'est l'hiver le plus sec depuis 1946. Dans le Gard, le déficit pluviométrique est de 93%, un état préoccupant selon Météo France. Les détails, Olivier Michel. L'année 2012 pourrait connaître une sécheresse exceptionnelle. Le Gard souffre d'un déficit de précipitations qui dépasse le record de l'hiver 99-2000. Il faut dire que les dernières pluies remontent au 5 novembre 2011. Conséquence, le Gard se trouve en état de sécheresse avancée. Ce graphique ici montre l'humidité du sol dans les 2 premiers mètres en profondeur. Là, la courbe rouge, c'est la situation telle qu'elle était au début de la dernière décade de février. Donc, à l'heure où je vous parle, on devrait être ici. On devrait déjà avoir dépassé le record de 2005. Ce qui fait qu'on est vraiment déjà en situation de sécheresse très avancée puisqu'elle est déjà record. Un manque de précipitations qui a un impact pour l'heure modéré sur les nappes phréatiques, comme ici à Dions dans la plaine de la Gardonninque. On est un peu en déficit par rapport à l'année dernière puisque le niveau est plus bas quand même. Et par rapport à 2005, on a encore de la marge. On est au-dessus, environ 1,50 m au-dessus de 2005. Donc les nappes ne sont pas très sollicitées en ce moment parce qu'il n'y a pas de pompage agricole. C'est pas comme en été où il y a beaucoup de monde, de touristes. Puis on sait qu'on va rentrer dans une période normalement au mois de mars où la pluie devrait recharger le stock de l'aquifère karstique. Donc on n'est pas très inquiet à ce niveau-là. Du côté de Météo France, on est plus alarmiste car même si les giboulées de mars étaient au rendez-vous, elles ne changeraient rien à la donne. C'est la végétation qui capterait les eaux de pluie. Et là, maintenant, même s'il pleut bien, à partir du 15 mars, on peut considérer que l'efficacité en termes de rechargement des nappes phréatiques sera très faible. Pour sortir de la situation de sécheresse, il faudra avoir un record en mars, un record en avril et probablement un record en mai. Peu de chances donc que le phénomène s'inverse. La situation risque de devenir problématique pour les agriculteurs, contraints de faire en quelques mois le grand écart entre gel et sécheresse. Mieux traiter les déchets à moindre coût, c'est le projet sur lequel planchent les élèves de l'école des mines d'Alès depuis 2009 dans le cadre du projet Wassmann, une initiative européenne menée sur 8 sites de l'Union et que les étudiants gardois mènent avec le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères Sudgard. Aujourd'hui, ils présentaient leur première proposition. Dans le meilleur des cas, d'espérer 10% d'économie de transport et donc un bilan CO2 très intéressant. Mais nous avons voulu le minorer par des critères de sécurité. Derrière ces économies kilométriques, il peut aussi y avoir des économies de fréquence de collecte. Mais ces économies de fréquence de collecte ne peuvent être jouées qu'avec l'adhésion de la population. Et donc il y a une forte communication avec la population pour les inciter à accepter ces choses-là, mais il y a des moyens incitatifs qui peuvent amener cette décision à être reçue par une population qui serait intéressée par aussi la baisse de sa taxe d'ordures ménagères en conséquence. Les projets doivent maintenant être bouclés d'ici fin avril. Les dossiers de chacun des 8 sites européens sera ensuite étudié. Un seul sera retenu dans le cadre du projet Wassmann pour une expérience pilote. La colère des salariés de Lidl. Dès le petit matin, des salariés bloquaient la base régionale des supermarchés à bas prix à Lunel, empêchant l'approvisionnement des magasins. Par ailleurs, des débrayages ont eu lieu sur une 60aine de discounts de la région. Il s'agit d'un mouvement national à l'appel de la CGT, UNSA et Force ouvrière. Les explications, Olivier Brachard. Oh, vous savez que les gens, ils ont tous perdu 150 € à la Oui, voiture. mais je le sais, mais on vous a pas dit d'aller travailler. Vous êtes en grève.
vous êtes en grève. Non, mais si on laisse passer, on a perdu. Pas question de laisser passer le moindre camion. Depuis 2 h du matin, les grévistes bloquent les entrées et les sorties du dépôt de l'entreprise Lidl à Lunel. Un dépôt qui dessert 63 magasins de la région. Cette grève intersyndicale à l'échelle nationale intervient la veille des négociations annuelles sur les salaires prévues au siège de la société à Strasbourg. Et surtout au niveau des augmentations qu'il nous propose la direction, un ordre d'idée, ça serait à peine 20 € brut pour une caissière et ça serait 28 € brut pour un préparateur de commandes. Et nous, avec les copains, on est des préparateurs de commandes qui touchent après presque 10 ans d'entreprise ou 10 ans d'entreprise à peine 1300 €, 1400 € en faisant des heures de nuit. C'est très difficile, quoi. Dans les différents magasins de l'enseigne, les employés ont débrayé une demi-heure aujourd'hui. Pour les quelques 800 salariés dépendants du dépôt de Lunel, la cerise sur le gâteau, c'est la suppression totale de la participation d'entreprise. Une prime équivalent il y a encore 3 ans à 1 mois de salaire. Une incompréhension pour les employés de Lidl. Apparemment, l'entreprise Lidl a dû faire des bénéfices puisqu'il se crée toujours des magasins neufs. La société a acheté des fours à pain, a mis en place des nouvelles structures de pain. Apparemment, ils ont fait des achats concernant les parcs de voitures neufs. Donc nous, on pensait franchement, à la fin de l'année, on s'est tous serré les coudes entre nous. On pensait à la fin de l'année qu'on ait quelque chose. Et quand on nous a annoncé qu'on n'aurait rien, je pense que ça a été très difficile. En fin d'après-midi, les grévistes n'avaient toujours pas obtenu d'avancée dans les négociations. Ils restaient déterminés à bloquer encore cette nuit le dépôt, quitte à perdre une nouvelle journée de salaire. Et ce soir, les grévistes ont décidé de reconduire le mouvement. À Nîmes, Éric Giraudier a déposé aujourd'hui un recours devant le tribunal administratif. Le président sortant de la Chambre de commerce et d'industrie conteste les résultats des élections consulaires. Un scrutin remporté haut la main ce week-end par la liste CGPME menée par Henri Doué. Son opposant et leader de la liste MEDEF, Éric Giraudier, dénonce donc des multiples fraudes. Pour lui, le scrutin a été confisqué par des élus. On l'écoute au micro d'Olivier Michel. Il y a une vraie volonté politique de reprendre en main cette CCI. Politique, c'est une démarche politique, bien entendu. J'observe que d'un côté, il y a eu des manœuvres illicites, et c'est ce que nous allons prouver auprès du tribunal administratif dans le cadre de cette élection. Et j'observe d'un autre côté que des politiques se sont très fortement investis dans cette campagne. Et pour mettre en place un tel système, il faut avoir de vrais moyens. On a 1/3 des bulletins qui arrivent les 2 derniers jours du vote. Totalement anormal, impossible, inconcevable si on est, comme la loi le précise, dans un vote spontané des entreprises. Un certain nombre de chefs d'entreprise ont été menacés pendant cette élection. On leur a dit que s'ils ne votaient pas dans une certaine direction, ils perdraient un certain nombre de marchés. Oui, ils ont été enjoints de voter et menacés par des élus. Je le dis, je le maintiens. L'affaire qui est à présent entre les mains de la justice. Avec le MHSC, Olivier Giroud caracole en tête de Ligue 1, meilleur buteur du championnat. L'attaquant devait maintenant faire ses preuves en équipe de France. Mission accomplie hier soir face à l'Allemagne. Giroud a marqué pour la première fois de sa carrière en bleu. Retour sur le match, Jean Brun. Pour sa 3e sélection chez les Bleus, ou plutôt chez les Blancs, Olivier Giroud a chanté la Marseillaise en sachant qu'il débuterait la rencontre face à l'Allemagne à Brême. Une mise sous pression voulue par Laurent Blanc, qui avait clairement affiché son attente importante au regard des performances du meilleur buteur de Ligue 1. Placé à la pointe de l'attaque devant le triomphe Valbuena, Nasri, Ribéry, face à une équipe allemande profondément remaniée à cause de trop nombreuses blessures, le Montpellierin a du mal dans sa relation avec Ribéry et Nasri, malgré les conseils. Et puis arrive cette action limpide, une action impulsée par Rami, relayée par Valbuena et impeccablement prolongée par Debuchy pour le premier but d'Olivier Giroud en équipe de France. Un intérieur du pied gauche certes facile mais qui débloque les ambitions françaises après 20 minutes de match. Comme avec Montpellier, Giroud pèse sur le jeu dans les duels et grâce à son bagage technique. À la 69e minute, Malouda inscrit le second but français, mais il faudra l'intervention de Guedes pour que Giroud échoue devant le but. Bref, une belle soirée pour l'équipe de France et pour l'attaquant montpelliérain qui a certainement obtenu hier soir son visa pour l'Euro ukrainien. Selon bon tableau, ce but de Cacao à la 91e minute, mais au final, la France de Laurent Blanc s'impose 2-1 pour la 18e fois consécutive, qui plus est, devant le vice-champion du monde en titre. Et à Montpellier, la prestation d'Olivier Giroud a été suivie de près par René Girard, l'entraîneur du MHSC qui ne tarit pas d'éloges sur son attaquant. Écoutez.
Moi, je trouvais qu'il a fait le match, je dirais, parfait. Parfait dans la mesure où je l'ai trouvé très serein. Des fois, on veut en rajouter quand on a beaucoup à prouver, tout le monde attendait beaucoup et on se disperse un petit peu, on en fait trop. Je l'ai trouvé dans le jeu très appliqué. Au but, il a permis à l'équipe de ressortir, il a perdu peu de ballons. À Nîmes, les handballeuses ont perdu au Parnasse face à Fleury. Une défaite d'un petit but, 32-33, au terme d'un match très accroché. Le HBCN 7e du championnat qui est en manque de victoire à domicile. Retour sur le match avec le coach des Nîmoises. Écoutez. On a été un petit peu spectatrice. On a entamé bien le match. Par contre, l'entame doit durer 60 minutes. Il ne faut pas se dire qu'il nous reste une deuxième mi-temps pour revenir. J'ai eu l'impression que notre défense elle était un petit peu plus paisible. Elles se sont dit oui, on pourra à tout moment revenir et repasser devant. On a monté des balles, mais peu, par rapport à la récupération des balles qu'on a fait en défense. C'était pas notre jeu. C'est vrai, on est 7e, mais on est rentré par la petite porte. Les handballeuses de Nîmes qui vont affronter Zalo en Roumanie samedi pour le compte de la Coupe d'Europe. Les 9-10 ans sensibilisés à la sécurité routière. Depuis plus d'un an, le permis piéton cycliste a été lancé au niveau national dans les écoles. À Montpellier, plus de 1000 élèves ont déjà été formés aux règles de bonne conduite sur la route. Jean Brun a assisté au premier tour de piste des CM2 de l'école Port-Ariane. Regardez. Un bon départ. Prendre un bon départ sur la route, c'est bien le but de ces élèves de CM2. Après un apprentissage théorique du code de la route, c'est le moment de passer à la pratique. Un passage pas toujours évident. Nous travaillons avec des gamins issus essentiellement d'un milieu urbain. Ils ont pas mal de problèmes avec l'équilibre parce qu'ils ne font pas souvent du vélo. Effectivement, ils ont gros soucis de positionnement sur la chaussée. Ils ont du mal à savoir où ils doivent se trouver et ça pose des problèmes. Apprendre à rouler en ville, respecter le code de la route, acquérir de bons réflexes. À la fin de la formation, les élèves décrochent un permis piéton cycliste et surtout, ils ont conscience des dangers de la route et savent rouler en sécurité. Et c'est important pour toi d'apprendre à l'école, ça? Oui, sinon il y a des accidents et ça peut être très grave. Je fais attention aux voitures et puis je respecte le code. L'accident, ça se passe très vite. Et parfois on ne peut pas s'en sortir quand il y a des accidents de vélo. À gauche du rond bleu, tu vois un panneau de profil là? C'est un rond rouge avec un trait blanc qui barre la route, c'est un sens. Est-ce que oui ou non tu viens d'y passer? Ah, mais ça c'est déjà bien de reconnaître. On ne le voit pas quand... Comment ça? Quand tu arrives en face, tu le vois pas? Tu me vois là? Je suis arrivé par là. Sur la piste routière Bon Secours, comme dans la vraie vie, tout contrevenant se fait rappeler à l'ordre. Pour beaucoup d'élèves, cette formation assurée par l'unité prévention de la police montpelliéraine constitue un premier contact avec la route, mais aussi avec les forces de l'ordre. Ils voient effectivement que la police nationale n'est pas là seulement non plus pour réprimer, mais aussi pour les éduquer quelque part et pour prévenir éventuellement les fautes qu'ils peuvent faire de manière éducative. Et comment le panneau interdit vélo? Dernière consigne pour ces 50 élèves de CM2, leur permis en poche, à eux maintenant d'être des cyclistes responsables. Les obsèques de Maurice André ont eu lieu à Alès ce matin. La foule s'est massée dans et devant la cathédrale Saint-Jean-Baptiste pour rendre un dernier hommage au trompettiste virtuose. Il est décédé samedi soir à l'âge de 78 ans. Le musicien était né à Rochebelle, près d'Alès. Il avait notamment travaillé à la mine avant d'intégrer le Conservatoire de Paris à 18 ans. Sa discographie riche de plus de 250 disques a rendu la trompette populaire. Et lors de la cérémonie funéraire, ses anciens élèves ont interprété Aïda en l'honneur de leur maître. On écoute un extrait. Maurice André qui a ensuite été inhumé en Lozère à Saint-André-Cap-Cèze.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu demain dès 12h30 pour votre journal de la mi-journée. Et c'est Olivier Roiran qui vous présentera les informations. Passez une excellente soirée sur TV Sud. À très bientôt.